Tout comme le Hamas nous tirait dessus depuis les écoles, les hôpitaux, les églises et les mosquées, il en va de même pour le Hezbollah au Liban. Et cela nous amène vraiment au plus grand problème auquel nous sommes confrontés en ce moment. Ils ont copié de la guerre entre l'Ukraine et la Russie cette technologie de drone qui fonctionne avec des câbles à fibre optique. Et ils sont vraiment dangereux parce qu'ils peuvent voler très bas et ils ont causé d'énormes destructions. Nous ne pouvons pas accepter que cela continue d'exister. Salut, donc comme d'habitude ici, beaucoup de choses se passent dans l'actualité, beaucoup de choses font la une à la radio et dans les journaux. Et notre travail consiste généralement à prendre tout cela et à mettre un peu d'ordre, comme on dit en hébreu, à organiser les choses pour que vous puissiez comprendre et avoir quelques éclaircissements. Qui mieux que Caroline Glick, conseillère aux affaires internationales du premier ministre Benjamin Netanyahou, pour partager ses analyses et sa connaissance de la situation. Ces derniers jours, il y a cette possibilité d'un accord en Iran. Pour Israël, l'essentiel est l'impact des questions libanaises sur les négociations là-bas, si c'est le cas. Et qu'entreprend Israël actuellement? Hier, le Premier ministre faisait l'actualité ici en Israël, expliquant à la population israélienne que nous ferons tout le nécessaire pour défendre nos civils. Pouvez-vous développer un peu plus à ce sujet? Heureux d'être de retour sur JNS TV avec vous. Merci de m'accueillir, Danny. Je pense que les gens à l'étranger doivent comprendre, comme les Israéliens le savent, que le Liban partage une frontière avec Israël. Et le Hezbollah, depuis sa création au début des années 80 par les gardiens de la révolution iranienne, a servi de légion étrangère de l'Iran au Liban. Et au cours des 40 années qui ont suivi, ils ont essentiellement pris progressivement le contrôle du Liban, au point que, vers 2007 ou 2008, après avoir assassiné le premier ministre Rafik Hariri en 2005, ils ont tout simplement avalé le Liban. Ils ont des ministres qui siègent au gouvernement et ils exercent un contrôle énorme, principalement parce qu'en tant qu'organisation militaire iranienne au Liban, ils sont en réalité plus puissants que les forces armées libanaises. Donc, c'est la situation et c'est malheureusement la situation au Liban depuis environ 20 ans. Et c'est à partir de cette position qu'ils ont renforcé leurs forces afin de détruire Israël. Donc, après l'invasion du Hamas en octobre, le 7 octobre 2023, Hezbollah prévoyait de rejoindre l'invasion et nous avons pu déplacer suffisamment de forces à la frontière nord pour bloquer cela. Et ils n'avaient plus la capacité de nous surprendre. Donc, vous savez, ils n'ont pas envahi, mais ils ont commencé à tirer des missiles, des mortiers, des roquettes et à envoyer des drones contre nous dès le début de la guerre. Et ils étaient un partenaire du Hamas, faisant de ce conflit une guerre sur 2 fronts, même si le principal front se trouvait au sud, à Gaza, dès le début. Et ce que nous voyons maintenant, c'est qu'ils agissent toujours comme la Légion étrangère de l'Iran. Ils sont vraiment le point pivot le plus important de toute la stratégie de l'Iran pour la domination du Moyen-Orient. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas uniquement avec Israël. Ils ont aussi aidé le régime d'Assad contre le peuple syrien, car ce n'est pas seulement contre Israël. Donc en fait, ce qui s'est passé, on peut juste revenir un peu en arrière avant de parler d'aujourd'hui. Alors, qu'a fait Israël en 2000 et en septembre 2024 lorsque nous avons finalement pu faire face au Hezbollah? Et il y a eu l'opération des Beepers, il y a eu l'assassinat de Hassan Nasrallah. Le Premier ministre dit toujours, vous savez, qu'il a reçu un rapport des services de renseignement et qu'en le lisant, il a compris que Hassan Nasrallah était en réalité l'acteur stratégique le plus important en Iran, que Khamenei est le chef du CGRI, le corps des gardiens de la Révolution, était essentiellement subordonné à Hassan Nasrallah, dans le sens où il était le visionnaire de la guerre de l'Iran contre Israël, mais aussi du point de vue du Hamas, des Houthis et évidemment du Liban, etc. Donc, quand Israël s'en est pris à lui et quand nous avons pu décimer la structure du Hezbollah, sa structure dirigeante, grâce aux opérations des Beepers et ensuite au bombardement de leurs installations de missiles, nous avons pu réduire leur arsenal de 150 000 missiles pointés vers Israël à seulement une petite fraction de ce nombre, même s'ils possèdent encore un arsenal de missiles qu'ils utilisent. Mais nous avons essentiellement décimé leurs forces, et c'est vraiment cela qui a provoqué la chute du régime d'Assad, parce que, comme vous l'avez dit,
La principale force qui protégeait Assad et son régime baassiste pendant toutes les années de la guerre civile syrienne, alors qu'il anéantissait essentiellement la population sunnite de Syrie, c'était le Hezbollah. Ce n'était pas l'armée syrienne. On a découvert plus tard que l'armée syrienne n'était qu'une coquille vide. Donc, après que nous ayons décimé le Hezbollah au Liban, cet acte l'a laissé exposé. Donc, quand cela s'est produit, les forces qui ont renversé son régime ont pu le faire presque sans combat parce qu'il n'avait pas de forces armées pour le protéger. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est enfui en Russie. Donc, c'est l'opération contre le Hezbollah qui a provoqué la chute du régime d'Assad plus que toute autre chose. Et donc, c'est important, exactement. Ils étaient les protecteurs de la Syrie ainsi que les suzerains du Liban. Et cela nous amène à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué leur arsenal, qu'ils mènent des attaques contre Israël. Nous avons dû intervenir massivement car ils bombardèrent les communautés du Nord et nous avons pris le contrôle d'une zone appelée la zone jaune qui sert à protéger nos communautés et la frontière pour les garder en sécurité. Et en fait, ce qui distingue la situation actuelle au Liban de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que nous étions trop en danger pour pouvoir nous sentir en sécurité. Protéger les citoyens d'Israël qui vivent dans les communautés frontalières de la ville de Kiryat Shmona à Metula et dans toutes les communautés agricoles autour de la frontière. Alors nous les avons évacués et ils ont vécu comme des déplacés internes pendant près de 2 ans. Et puis, ils sont revenus. Ce qui est différent maintenant, c'est que nous n'évacuons pas nos civils. Ils restent chez eux. Nous n'obligeons personne à partir. Mais nous poussons les habitants du sud du Liban vers le nord afin que nous puissions aller chercher les terroristes. Donc, en gros, nous avons une image inversée de ce qui s'est passé en 2023. Juste pour que les gens réalisent que nous n'inventons pas tout cela, en plus de ce qu'ils tirent contre nous, nous avons découvert, tout comme à Gaza, l'infrastructure des tunnels souterrains qu'ils construisaient. Et ensuite, nous avons trouvé les rapports et tout ce qui concerne le Hezbollah, montrant qu'ils prévoyaient exactement la même chose que ce qui a été fait à Gaza. Donc, nous avons, sur la base de notre expérience, une inquiétude justifiée qu'ils cherchent à attaquer nos civils. C'est le cas. Et ils se cachent exactement de la même manière que le Hamas l'a fait. Je veux dire, ils travaillent ensemble. Ils apprennent ensemble. Ils ont beaucoup appris au Hamas sur la construction de tunnels qu'ils avaient eux-mêmes appris plus tôt, selon les informations de l'époque, auprès d'ingénieurs nord-coréens arrivés dans les années 2000. Ceux-ci leur ont montré comment bâtir des tunnels similaires à ceux de la DMZ avec la Corée du Sud. C'est assez incroyable. Je veux dire, nous avons mené une opération en 2018 où nous avons découvert des tunnels qui arrivaient vraiment juste à la frontière, de l'autre côté en Israël, que le Hezbollah avait creusé. Et ils creusent à travers de la roche dure, contrairement au Hamas à Gaza, qui creuse dans le sable, le grès. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et vous pouvez voir ici, vous savez, il y a beaucoup d'images que les FDI ont fournies pour montrer où ils se trouvent. Ils s'installent, tout comme le Hamas, dans des hôpitaux et utilisent d'abord des ambulances pour déplacer leurs troupes. Ils utilisent Des maisons de civils. Et c'était ça, ils pensaient qu'en plaçant leurs lance-missiles dans des pièces spéciales à l'intérieur de maisons privées au Liban, nous n'allions pas pouvoir les attaquer. Mais ce que nous avons pu faire, c'était de dire aux civils, vous avez 1 heure pour partir. Et puis ils sont partis et ensuite nous avons bombardé. Et c'est comme ça que nous avons décimé leur arsenal de missiles en faisant cela. Et les gens nous ont écoutés. Donc, vous savez, nous avions retrouvé notre sérieux à leurs yeux. Ils ont compris qu'ils devaient nous prendre au sérieux. Et donc, ils sont partis. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment les poursuivre. des villages et des lieux vides, et beaucoup d'entre eux, je pense qu'environ 80% dans le sud, sont des villages chrétiens. Eh bien, ils ne sont pas évacués. Non, ils ne sont pas évacués, mais le Hezbollah prend maintenant le contrôle de ces lieux voisins, y compris des églises. Il ne s'arrête devant rien. Vous savez, nous avons été attaqués, et dans une certaine mesure, à juste titre, pour certains actes de vandalisme que les forces de Tsahal ont commis à 2 reprises sur des sites chrétiens. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Hezbollah utilise systématiquement ces sites. Donc la semaine dernière, l'un des soldats qui a été tué, nous avons eu 11 soldats tués depuis que le soi-disant cessez-le-feu a été instauré il y a quelques mois. Ils ont tué l'un de nos soldats, le capitaine, ou maintenant le commandant Itamar Sapir,
depuis l'intérieur d'une église et ont également blessé 2 de ses soldats. Donc ça, vous savez, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, vous savez. La raison pour laquelle vous avez des forces de Tsahal opérant près des monastères, près des églises et d'autres installations chrétiennes, c'est parce que le Hezbollah a pris le contrôle de ces installations chrétiennes. Et il tire sur nos forces depuis l'intérieur de ces institutions chrétiennes. C'est ce qui s'est produit la semaine dernière avec nos soldats. Et donc, vous savez, il faut comprendre que tout comme le Hamas nous tirait dessus depuis les écoles, les hôpitaux, les églises et les mosquées, c'est la même chose pour le Hezbollah au Liban. Et cela nous amène vraiment, vous savez, au plus grand problème auquel nous sommes confrontés en ce moment, qui est qu'ils ont développé ou qu'ils ont copié de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La technologie des drones qui fonctionnent avec des câbles à fibre optique. Et donc, en gros, ils ont une caméra attachée à ces câbles à fibre optique. Ils n'ont pas besoin d'être en ligne parce que tout ça, vous savez, c'est un peu comme une ligne téléphonique. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer de signaux. C'est juste connecté. Et ils ont ces câbles à fibre optique qui font 10 km de long et ils peuvent les acheter, vous savez, sur AliExpress ou ailleurs. On peut vraiment les acheter. Et ils les attachent à ces drones que vous pouvez aussi acheter en ligne. Et ensuite, ils y attachent des RPG pour que ça devienne... C'est comme une bombe très intelligente parce que l'opérateur, le terroriste du Hezbollah qui est à l'arrière, il peut tout voir. C'est comme s'il était assis sur le drone depuis son écran via la caméra fixée à l'engin. Ils sont très dangereux car ils peuvent voler très bas. Et ils ont causé d'énormes ravages en Ukraine. Je regardais des vidéos d'eux il y a quelques semaines sur YouTube. Et si vous cherchez simplement drone à fibre optique Ukraine, vous verrez qu'il y a maintenant des zones entières qui sont inhabitées. Vous savez, 20 km, 30 km de long, de large, et elles sont simplement remplies de câbles à fibre optique, vraiment remplies, presque comme du maïs dans un champ de maïs. Et c'est très effrayant parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir quelque chose comme ça en Israël. Vous savez, il suffit de 40 km et vous êtes à Haïfa. Pour insister, ils ne ciblent pas que les soldats. Ils ont tué plusieurs de nos soldats et blessé de nombreux autres. Rien que cette semaine, ils ont réussi, vous savez, à pénétrer dans un transport de troupes blindé avec un RPG. Et un soldat a été tué et l'autre a eu les jambes arrachées. Donc, je veux dire, cela arrive maintenant presque quotidiennement. Hier, non seulement, vous savez, un soldat a été tué, mais ils ont aussi tiré ses engins sur 2 maisons dans des communautés frontalières. Je crois que c'était à Matula et Chetula. Donc, vous savez, ils s'en prennent aux civils, ils les utilisent. Et nous travaillons évidemment jour et nuit pour essayer de trouver une solution à cela et comprendre le danger. Mais vous savez, nous ne pouvons pas avoir ces gens près de nos villages. Nous ne pouvons pas permettre aux agents du Hezbollah, vous savez, d'opérer sous une sorte d'immunité liée à un cessez-le-feu qui n'est pas vraiment un cessez-le-feu. Je veux dire, les forces armées libanaises ne tirent pas sur Israël. Eh bien, elles ne l'ont vraiment pas fait depuis, vous savez, des décennies et des décennies. C'est le Hezbollah, principale force armée au Liban, qui nous attaque. Et donc, vous savez, nous avons franchi une sorte de seuil où cela devient tout simplement inacceptable. Vous savez, 11 soldats tués de notre côté, c'est l'équivalent de 400 soldats américains en termes de taille relative de la population et de nos forces armées. Et vous savez, c'est devenu quelque chose avec lequel nous n'allons tout simplement pas pouvoir composer. C'est Dans le contexte de ce cessez-le-feu qui a été organisé avec l'Iran, l'une des conditions iraniennes était qu'Israël se retienne ici, ce que nous avons fait et nous continuons de le faire. Mais ils ont l'impression que cela leur donne la possibilité de nous tirer dessus en toute impunité, ce qui n'est pas le cas. Et puis, par coïncidence, nous avons en ce moment des discussions avec le gouvernement libanais à Washington. Ils ont donc tout intérêt à perturber cela aussi. Comment se passent les négociations avec le Liban? Et je comprends que cette semaine, les États-Unis et le Premier ministre, malgré ce que le New York Times, que nous savons être une organisation très crédible, un média
disait, à savoir qu'il n'y a aucun lien entre le Premier ministre et le président. Je comprends qu'ils sont totalement connectés, constamment en contact l'un avec l'autre. Donc nous comprenons les besoins américains, mais au bout du compte, ce sont les vies des Israéliens qui sont en jeu. Parce que je veux dire, je pense qu'en ce qui concerne l'Iran, vous savez, nous sommes leurs partenaires sur l'Iran. C'est le président qui est le leader et nous lui faisons confiance. Nous avons confiance, il partage notre engagement à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cela n'arrivera pas. Ceci demeure notre engagement, comme l'a rappelé le Premier ministre cette semaine. Mais le Liban, c'est une autre histoire, une situation très différente, n'est-ce pas? Parce que c'est à notre frontière, ils nous attaquent, mettent nos communautés en danger et tuent nos soldats. Et vous savez, ici, les négociations, comme l'a clairement dit l'ambassadrice Leiter, se passent bien parce que, enfin, comme l'a dit le secrétaire d'État Rubio, je crois que c'était juste hier, il a dit, vous savez, le gouvernement libanais n'est pas en guerre avec Israël, n'est-ce pas? Le gouvernement du Liban et Israël ne sont pas en guerre, mais le Liban agit en ce moment comme une colonie iranienne parce que le peuple libanais n'a pas son mot à dire sur le fait que le Hezbollah attaque ou non, car ils sont tout simplement trop puissants. Et donc, vous savez, si vous voulez parvenir à la paix avec le Liban, on peut en parler, mais il faut d'abord qu'une chose se produise, c'est que le Hezbollah doit être détruit. Et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de menaces imminentes, de menaces persistantes, de menaces croissantes contre notre sécurité nationale de la part du Hezbollah. Et donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'essentiel pour nous. Et il y a un autre point aussi, c'est que vous ne pouvez pas dire d'un côté que l'autorité légitime au Liban est le gouvernement libanais et qu'il doit être responsable de son territoire et d'un autre côté, accepter d'une manière ou d'une autre que l'Iran puisse dicter ce qui se passe au Liban, que s'ils exigent un cessez-le-feu qui permet au Hezbollah de rester en place, cela sera accepté. Parce que cela signifie alors que vous ne pensez pas que le gouvernement du Liban est responsable. Vous dites en fait que vous acceptez que, vous savez, l'Iran contrôle le Liban, que l'Iran a colonisé le Liban et que son bras pour maintenir l'ordre au Liban et contrôler le pays, c'est leur légion étrangère, le Hezbollah, au Liban. Et ces deux choses se contredisent. Elles s'excluent mutuellement. On est soit un pays, soit une colonie iranienne, jamais les deux. Et Israël ne peut pas tolérer d'avoir cette colonie iranienne. Vous savez, n'oubliez pas, dès le début de la guerre, c'était l'Iran. Ça a toujours été une guerre iranienne contre nous. Eux, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, le régime d'Assad, les milices chiites en Irak, qui nous tiraient aussi dessus au début de la guerre. Tous ceux-là et l'Iran lui-même, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, des extensions du régime iranien. Et le Premier ministre a dit que cet anneau de feu avec lequel l'Iran nous a encerclés va être détruit et qu'il sera détruit bras par bras, un à un. Et nous ne pouvons pas accepter que cela continue d'exister. Donc je pense que nous ne pouvons pas l'accepter d'un point de vue stratégique. Et évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter d'un point de vue militaire. Et c'est vraiment là où nous en sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il est important que vos téléspectateurs comprennent, comme l'a dit le Premier ministre hier, vous savez, nous n'allons pas permettre cela. Le Hezbollah est en guerre contre nous, nous allons le vaincre. C'est ainsi que cela doit être, comprenez? Eh bien, c'est une partie importante, mais je pense aussi que pour les téléspectateurs ici, ils doivent comprendre que ce n'est pas toute l'histoire. Une partie de ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est que le président a dit, je crois que c'était avant-hier, en parlant des accords d'Abraham, qu'ils allaient être élargis. Mais je veux me concentrer sur le Premier ministre. Il a ce plan plus vaste, l'hexagone, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, des orientations que devrait prendre Israël, et ce sont les relations qu'Israël devrait établir et jouer un rôle central dans la vision d'ensemble des États-Unis. La guerre va finir à un moment donné. Je pense que les gens doivent comprendre que ça a été une guerre longue et prolongée, mais elle prendra fin. Où le Premier ministre veut-il emmener Israël dans tout cela et comment envisage-t-il l'avenir qui arrive très rapidement? Et le Premier ministre, je veux dire tout d'abord, il est tout simplement incroyable parce que même s'il gère ce qui se passe en ce moment, il pense aussi à ce qui va arriver 10 étapes plus loin. Et c'est pour cela que nous pouvons avancer dans la bonne direction parce qu'il a une vision. Et vous savez, nous voyons que nous avons développé des liens très étroits avec beaucoup de pays de notre région qui n'existaient pas auparavant.
et notamment les Émirats arabes unis. Mais l'une des choses que je pense que tout le monde reconnaît, d'après ce que l'Iran fait dans le détroit d'Ormuz, c'est qu'il n'est tout simplement pas possible qu'il continue à avoir un contrôle aussi fort sur une voie navigable aussi stratégique. Et le point de transfert de tant de matières premières et de carburant dont l'humanité a besoin, dont l'humanité dépend, 20% passe par ces détroits. Donc, on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Ainsi, lors du premier mandat du président Trump, les États-Unis et Israël, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, travaillaient à la création d'un point de transfert pour les marchandises et le carburant, en partant de l'Inde, en traversant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, puis la Jordanie, et jusqu'en Israël, puis au-delà, l'Europe. Et évidemment, cela fonctionnerait dans les deux sens. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut commencer à mettre en œuvre dès maintenant. Je veux dire, et je pense que vous savez, quand nous parlons du présent, il faut se rappeler que même, et la première ministre l'a souligné à plusieurs reprises après la guerre du Kippour en 1973, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'embargo pétrolier de l'OPEP. Et soudain, les gens ont pris conscience de la fixation des prix par des cheikhs arabes dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Et soudain, tout le monde s'est mis à connaître le nom du roi d'Arabie saoudite, comme si c'était quelque chose dont on devait s'inquiéter à Détroit, n'est-ce pas? Mais c'était le cas. Et c'est à ce moment-là que le monde a commencé à développer des sources de carburant alternatives. Aux États-Unis, en Amérique latine, au Mexique et dans d'autres endroits, ils sont devenus beaucoup plus importants. Et la Russie aussi, car il fallait refuser ce genre de pouvoir monopolistique sur les marchés de l'énergie venant du Moyen-Orient. Et vous allez voir cela maintenant aussi, immédiatement. Cela se produit et cela concerne, vous savez, l'une des forces d'Israël. Nous sommes un peuple, nous sommes petits, mais nous sommes aussi situés dans une position géographique de premier plan. Vous savez, et donc nous avons la capacité d'être un centre pour ce genre d'opération. Et évidemment, il y a d'autres industries, pas seulement la haute technologie, mais aussi l'IA, l'informatique quantique et tous ces domaines où nous sommes à l'avant-garde au 21e siècle. Je pense que vous savez, cette guerre, il faut aussi se rappeler qu'au début de la guerre, je m'en souviens, et vous l'avez probablement ressenti aussi, je crois que nous l'avons tous ressenti. Nous ressentions une grande appréhension, craignant un effondrement économique à cause de la mobilisation générale des réservistes, sans savoir pour combien de temps. On se souvient qu'avant, lors des guerres, il était impossible de garder les réservistes mobilisés longtemps, car le pays faisait faillite, comme en 73. Et ici, notre économie a continué de croître. Et cela témoigne vraiment, encore une fois, du leadership du Premier ministre et aussi du travail incroyable accompli par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Je veux dire, nous avons un excellent leadership économique en Israël, ainsi qu'une grande innovation et des personnes remarquables. Notre capital humain ici est notre plus grande ressource. Et donc, nous avons été l'une des économies à la croissance la plus rapide, l'une des bourses qui monte le plus vite au monde. Donc, vous savez, nous avons vraiment de quoi envisager l'avenir avec optimisme. Enfin, je suppose que c'est la dernière chose que nous devrions dire. Vous savez, même la paix est obtenue par la force, comme le président et le premier ministre, et vraiment, notre littérature et le judaïsme le montrent clairement. Donc, ce n'est pas que nous envisageons un avenir de paix où nos fils et nos filles ne se battront pas, mais vous tenez les loups à distance et vous construisez votre pays. Nous attendons cela avec impatience et avons toutes les raisons d'être optimistes malgré quelques obstacles à surmonter. C'est ça. Mais nous travaillons assidûment pour y parvenir. Caroline Glick, conseillère principale du premier ministre Netanyahou, je t'envie d'y être et de tout voir de tes propres yeux. Souhaite-lui, je suis sûr. Je suis sérieuse. C'est un privilège extraordinaire, je dois le dire. Je sais. Et je suis sûr qu'au nom de tous ceux qui regardent, veuillez lui dire que nous le soutenons tous et que nous lui souhaitons le meilleur pour le peuple d'Israël et pour le peuple du monde en ce moment, car c'est un combat pour l'humanité. Merci d'être venu. Je sais que vous devez repartir parce que vous avez encore un travail sérieux à accomplir. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Eh bien, ceci est sérieux aussi, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Prenez soin de vous. Merci à tous de nous avoir suivis et nous serons de nouveau avec vous. Un grand merci depuis les studios de JNS TV à Jérusalem, Israël.